J'ai vendu ta maison pour t'apprendre une leçon sur le respect. Ma belle-mère a ricané au téléphone. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. J'ai souri en me souvenant de la réunion secrète avec l'avocat de mon défunt père. Bonne chance pour ça, ai-je répondu. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Je m'appelle Madison Reynolds, j'ai 27 ans, et je me souviens encore de cet appel téléphonique comme si c'était hier. J'ai vendu ta maison pour t'apprendre une leçon sur le respect. Ma belle-mère, Brenda, a ricané au téléphone. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine. Ma main n'a même pas tremblé lorsque j'ai tenu le combiné. J'ai souri en me souvenant de la réunion secrète avec l'avocat de mon défunt père. Bonne chance pour ça, ai-je simplement répondu. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Papa s'en était assuré avant que le cancer ne nous l'enlève l'année dernière. Avant de plonger dans ce drame familial insensé, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Indiquez votre localisation dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de justice familiale qui vous laisseront sans voix. La maison au centre de cette histoire n'était pas n'importe quelle maison. C'était une magnifique victorienne dans le quartier historique de Beacon Hill. Tout en briques rouges, volets noirs et moulures ornées datant de 1887. Mes grands-parents l'avaient achetée dans les années 1950 pour un prix qui semble aujourd'hui incroyable. Et ils l'avaient léguée à mon père, leur unique enfant. Cette maison avait servi de toile de fond à tous les souvenirs importants de mon enfance. Papa était architecte avec son propre cabinet prospère, et il m'a appris à apprécier chaque centimètre de l'artisanat de cette demeure. Le dimanche matin, pendant que la plupart des enfants regardaient des dessins animés, papa me promenait de pièce en pièce, me montrant les balustres sculptés à la main de l'escalier, les planchers originaux en pain de cœur, et le plâtre intricé des plafonds. Madison, disait-il en passant ses doigts le long de la corniche. On ne construit plus des maisons comme celle-ci de nos jours. Cet artisanat est un art perdu. Il me soulevait pour que je touche les médaillons du plafond, m'expliquant comment ils avaient été créés par des artisans immigrés d'Italie. Cette maison est notre héritage, m'a dit. Un jour, ce sera à toi d'en prendre soin. Ma mère, Elisabeth, aimait cette maison autant que papa. Elle était décoratrice d'intérieur avec un talent pour mêler confort moderne et intégrité historique. Ensemble, mes parents avaient créé des espaces à la fois époustouflants et habitables. La bibliothèque au ton joyau avec ses bibliothèques du sol au plafond. La cuisine avec ses plans de travail en pierre savon et ses appareils haut de gamme dissimulés derrière des meubles d'époque. La véranda où maman choyait sa collection d'orchidées rares. Mais notre vie parfaite s'est brisée lorsque maman a reçu un diagnostic de cancer du sein agressif alors que j'avais 13 ans. Pendant 2 ans, notre maison s'est transformée en lieu de conversations étouffées et d'équipements médicaux. La véranda est devenue le sanctuaire de maman pendant les traitements, où elle pouvait encore sentir la chaleur du soleil quand elle était trop faible pour sortir. J'avais 15 ans quand nous l'avons perdue. Papa et moi étions dévastés chacun à notre manière. Je me suis replié sur moi-même, passant des heures dans ma chambre ou dans la véranda de maman, parlant à ses plantes comme si elles pouvaient m'entendre. Papa s'est jeté dans le travail, dormant parfois à son bureau plutôt que de rentrer dans une maison emplie de l'absence de maman. Pendant près de 2 ans, nous n'étions que tous les deux, nous débattant dans notre chagrin ensemble. Puis est arrivé le gala de charité pour la recherche sur le cancer. Papa y est allé pour honorer la mémoire de maman, et c'est là qu'il a rencontré Brenda Campbell. Brenda était tout ce que ma mère n'était pas. Bruyante, tape à accent graveleuillé en quête d'attention. Là où ma mère avait été réfléchie et authentique, Brenda était calculatrice et théâtrale. Mais elle faisait rire papa pour la première fois depuis des années. Et je ne pouvais pas lui en vouloir, même quand elle a commencé à venir dîner à la maison 3 fois par semaine. Sois gentil avec Brenda, disait papa avant son arrivée. Elle me rend heureux, m'a dit. Alors j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Mais dès le début, Brenda a fait comprendre que notre maison ne lui plaisait pas. Cet endroit est tellement vieux, disait-elle en passant un doigt manucuré le long de notre buffet ancien. Ce ne serait pas bien de moderniser un peu? De se débarrasser de tout ce bois sombre. D'éclaircir l'endroit. Chaque suggestion ressemblait à une gomme effaçant ma mère. Le papier peint démodé de la salle à manger que maman avait choisi avec soin. La vieille baignoire à pieds de lion dans laquelle maman et moi prenions des bains moussants quand j'étais petite.
Les étagères encombrées remplies de livres portant les notes de maman dans les marges. Quand papa a annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois de relation, j'ai forcé un sourire et les ai félicités. J'avais 17 ans alors, et je me suis dit que je n'avais qu'à endurer Brenda pendant un an avant que l'université ne m'offre une échappatoire. Le mariage était somptueux. Choix de Brenda, pas de papa. Il aurait préféré quelque chose d'intime, comme son mariage avec ma mère dans le jardin de notre cour. À la place, nous avons eu une extravagance de 200 personnes dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Boston. Je me tenais à leur côté en tant que demoiselle d'honneur, regardant Brenda rayonner vers le photographe plutôt que vers mon père pendant leurs vœux. Après la lune de miel, les choses ont changé rapidement. Brenda a commencé à redécorer immédiatement. Pièce par pièce, la touche de ma mère a disparu de notre maison. Les tapis persans anciens ont été remplacés par des motifs géométriques modernes. Les couleurs chaudes ont cédé la place à des blancs et gris crus. Les photos de famille ont été réarrangées pour mettre Brenda en avant, beaucoup de celles ne montrant que papa, maman et moi ayant disparu complètement. Papa semblait ne rien remarquer, ou peut-être était-il simplement reconnaissant de ne plus être seul. Quand j'essayais de lui en parler, il balayait mes préoccupations. « Ta mère voudrait que nous avancions, m'a dit, disait-il. Brenda a besoin de sentir que c'est aussi sa maison. » Mais cela allait au-delà de la décoration. Brenda a commencé à s'interposer entre papa et ses amis de longue date. Les couples qui étaient des habitués à notre table depuis des années étaient soudain trop ennuyeux ou trop ancrés dans le passé. Le colocataire de papa à l'université qui venait chaque été était maintenant importun. Sa sœur, ma tante Carole, critiquait toujours Brenda. Pourtant, je n'avais jamais entendu tante Carole dire du mal de quiconque. Peu à peu, notre cercle social s'est réduit aux amis et collègues de Brenda. Papa semblait rapetisser lui aussi, se pliant aux décisions de Brenda sur des sujets qu'il aurait autrefois tranchés avec assurance. Quand je suis parti pour UCLA, aussi loin de Boston que possible, papa m'appelait moins souvent, toujours quand Brenda était sortie. Nos conversations semblaient précipitées et méfiantes. Quand je demandais à rentrer pour un week-end, il y avait toujours une raison pour laquelle ce n'était pas le bon moment. Brenda organisait un événement professionnel. Brenda rénovait la chambre d'amis. Brenda pensait qu'il valait mieux que je vienne pendant les vacances prévues, quand il pouvait se préparer correctement. Alors je m'adaptais. Je passais les fêtes avec des amis ou avec tante Carole, qui avait été pareillement mise à l'écart. Je me concentrais sur mes études, obtenant un double diplôme en architecture et préservation historique, un hommage à mes 2 parents qui est resté méconnu de mon père. Pourtant, papa trouvait des moyens de maintenir notre lien. Il m'envoyait des colis à mon dortoir avec des notes disant « Ne dis pas à Brenda combien de chocolat je t'ai envoyé ». Il faisait des voyages d'affaires en Californie qui coïncidaient commodément avec mes vacances semestrielles. Pendant ces moments volés, j'apercevais mon vrai père. Celui qui riait facilement et parlait passionnément de ses projets. Celui qui ne vérifiait pas constamment son téléphone pour répondre aux messages de Brenda. Pendant ma dernière année d'université, papa m'a surprise en venant seul pour un week-end. Brenda pense que je suis à une conférence à Chicago, a-t-il avoué alors que nous marchions le long de la jetée de Santa Monica. J'avais besoin de te voir, m'a dit, de te parler sans interférence. Ce jour-là, il m'a posé des questions détaillées sur ma vie, mes études, mes projets après l'obtention du diplôme. Il semblait particulièrement intéressé par mon projet de thèse sur la réutilisation adaptative des bâtiments historiques. Tu as l'œil de ta mère et mon esprit technique, a-t-il dit fièrement. La combinaison parfaite. Avant de partir, il m'a serré plus fort que d'habitude. J'ai commis des erreurs, Madison, a-t-il dit en utilisant mon prénom complet comme il le faisait toujours quand il était sérieux. Mais je veux que tu saches que tu es la personne la plus importante de ma vie. Ne l'oublie jamais. Je ne savais pas alors qu'il me disait au revoir à sa manière. Je ne savais pas qu'il avait déjà reçu son diagnostic. L'appel est arrivé un mardi matin pendant mon année de travail dans un cabinet de préservation historique à San Francisco. La voix de tante Carole était tendue par le chagrin et la colère. Ton père est malade, Madison. C'est un cancer, pancréatique, et c'est avancé. Les médecins lui donnent des mois, pas des années. Le choc m'a frappé physiquement, mes genoux ont flanché alors que je m'effondrais dans mon fauteuil de bureau. Depuis combien de temps le sait-il? Au moins 6 semaines, d'après ce que j'ai pu comprendre.
Brenda contrôle qui reçoit l'information et quand. Je ne l'ai su que parce que je suis tombé sur James, de son cabinet. J'étais dans un avion cet après-midi-là. Pendant les 5 heures de vol, mon esprit repassait tous les signes que j'aurais pu manquer. Papa semblait plus mince lors de notre dernier chat vidéo le mois précédent. Il paraissait fatigué, mais je l'avais attribué à un gros projet qu'il terminait. Il avait mentionné des douleurs d'estomac, mais les avait mises sur le compte de la phase de cuisine expérimentale de Brenda. Quand je suis arrivé à la maison, ma maison, notre maison, bien qu'elle ne ressemblait plus du tout à ce qu'elle était, Brenda a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madison, quelle surprise !» a-t-elle dit en bloquant légèrement l'entrée. « On ne t'attendait pas. »« Je suis venu dès que j'ai appris pour papa », ai-je répondu, refusant de jouer son jeu. « Où est-il ?»« Ton père se repose. Les médicaments le fatiguent beaucoup. Peut-être aurais-tu dû appeler. » Derrière elle, j'ai entendu la voix de papa, faible mais insistante. « C'est Maddie ? Laisse-la entrer, Brenda. » Elle s'est écartée à contre-cœur, et je me suis précipité vers le bureau du rez-de-chaussée, transformé en chambre pour papa. La vue de lui a failli me briser. L'homme robuste et énergique qui m'avait appris à faire du vélo et à construire des ponts miniatures était maintenant maigre et jaunâtre, ses vêtements de marque flottant sur son corps. Mais ses yeux se sont illuminés quand il m'a vu, et pendant un instant, il était à nouveau juste mon papa. « Madison » a-t-il dit en tendant la main vers moi. « Ma petite fille, tu es venue. » Je me suis assise près de lui, prenant sa main avec précaution, craignant de déloger les perfusions reliées à un port dans sa poitrine. « Bien sûr que je suis venu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» Il a jeté un regard vers la porte où Brenda rôdait. « Nous ne voulions pas t'inquiéter avant d'avoir un plan de traitement. » J'ai ravalé ma réponse. Il n'y avait pas de « nous » dans cette situation. Je savais avec certitude absolue que Brenda m'avait délibérément tenu à l'écart, espérant probablement que papa serait trop malade pour me voir quand je la prendrais. Au cours des semaines suivantes, j'ai pris un congé de mon travail et je suis retourné dans mon ancienne chambre, que Brenda n'avait heureusement pas encore transformée en salle de sport comme elle le prévoyait. J'ai coordonné avec les médecins de papa, organisé une infirmière à domicile, et passé chaque moment possible avec lui. Brenda était visiblement agacée par ma présence, mais ne pouvait pas s'y opposer sans paraître sans cœur. À la place, elle trouvait des moyens subtils d'affirmer son contrôle, reprogrammer les visites d'infirmières sans me prévenir, jeter, accidentellement, les aliments mous que je préparais pour papa, insister pour l'accompagner au rendez-vous où elle parlait à notre place. Mais elle ne pouvait pas être là tout le temps. Elle avait son agence immobilière à gérer et des obligations sociales qu'elle jugeait trop importantes pour manquer malgré l'état de mon père. Pendant ces précieuses heures seules avec papa, nous nous sommes reconnectés comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. « Je suis désolé, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous regardions de vieux albums photos que j'avais sauvés du grenier. Je l'ai laissé s'interposer entre nous, entre moi et tout ce qui comptait. « Ce n'est pas grave, papa, ai-je dit, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vrai. »« Si, c'est grave. J'ai été faible. Après la mort de ta mère, j'étais tellement perdu. Brenda était décidée quand je ne pouvais pas l'être, forte quand je me sentais brisé. Mais cette force est devenue un mur. Je le vois maintenant. Les jours où il se sentait plus fort, papa me demandait de l'aider à aller dans la véranda, le seul espace que Brenda n'avait pas complètement redécoré, peut-être parce qu'elle l'utilisait rarement. Là, entouré des descendants des plantes bien-aimées de maman que la femme de ménage avait continué à entretenir discrètement, papa a commencé à avoir des conversations privées mystérieuses avec moi. « Je dois te faire comprendre quelque chose, Madison », a-t-il dit un jour, sa voix à peine audible. « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. J'ai pris des dispositions pour arranger les choses. »« Quel genre de dispositions, papa ?» ai-je demandé, mais il a secoué la tête. « Pas maintenant, après. Je veux que tu me promettes de rencontrer Harrison, mon avocat, après mon départ, quoi qu'il arrive à la lecture du testament. Promets-le-moi. » « Je te le promets, ai-je dit, confuse mais ne voulant pas le stresser en insistant. Au fil des semaines, alors que papa s'affaiblissait, j'ai remarqué que l'attention de Brenda se déplaçait de ses soins vers ses biens. Elle a commencé à lui poser des questions précises sur son entreprise, sur les comptes et les propriétés. Elle s'est particulièrement fixée sur la maison. « Nous devrions parler de la vendre, Richard »
a-t-elle dit un soir pensant que je n'entendais pas. Cet endroit est trop grand pour que je le gère seul. Trop d'escaliers, trop d'entretien. Nous pourrions utiliser l'argent pour tes traitements. L'assurance de papa couvrait ses traitements, et ils le savaient tous les deux. La maison valait des millions sur le marché immobilier brûlant de Boston. Et Brenda, qui était entrée dans le mariage avec des actifs modestes, avait clairement l'œil sur cette manne potentielle. Pas encore, répondait papa faiblement. Concentrons-nous sur ta guérison. Mais nous savions tous qu'il ne guérirait pas. Les traitements n'avaient pas réussi à réduire les tumeurs, et papa avait décidé de les arrêter, préférant la qualité de vie à une existence légèrement prolongée mais douloureuse. Pendant sa dernière semaine, papa a insisté pour me parler seul chaque jour. Ces conversations étaient souvent fragmentées, passant des souvenirs d'enfance à des instructions urgentes. Le chêne dans le jardin arrière, tu te souviens comment nous avons construit cette cabane dans l'arbre? Harrison a les papiers. Les bijoux de ta mère sont dans le coffre à la banque. La clé est dans mon bureau. Harrison sait. Fais confiance à Harrison. Je hochais la tête et prenais des notes, incertaine de ce qui était du délire et de ce qui était important. La nuit avant sa mort, papa a eu un moment de lucidité parfaite. Il a serré ma main avec une force surprenante et m'a regardé droit dans les yeux. Madison, je veux que tu me pardonnes pour Brenda, pour les années perdues. Mais sache ceci, je t'ai toujours aimé plus que tout au monde. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te protéger. Souviens-t'en quand il semblera que je ne l'ai pas fait. J'ai tenu sa main contre ma joue, mémorisant sa sensation. Il n'y a rien à pardonner, papa. Je t'aime. Il est mort paisiblement le lendemain matin, moi d'un côté de son lit, Brenda de l'autre. Dans ce moment de perte profonde, j'ai pensé que le chagrin pourrait peut-être combler le fossé entre Brenda et moi, que nous pourrions trouver un terrain commun dans l'amour et le manque du même homme. J'avais tort. Alors que j'étais assise, abasourdie, à côté du corps de mon père, Brenda était déjà au téléphone avec le directeur des pompes funèbres, planifiant un service qui reflèterait ses goûts plutôt que les souhaits de papa. Les funérailles étaient exactement comme Brenda le voulait. Arrangements floraux élaborés que papa aurait trouvé excessifs, éloge funèbre de ses amis qui le connaissaient à peine, réception dans un hôtel haut de gamme plutôt que le rassemblement intime à la maison que papa avait spécifié dans les notes que j'avais trouvées dans son bureau. Pendant tout le service, Brenda a joué à la perfection le rôle de la veuve dévastée, acceptant les condoléances avec un équilibre maîtrisé de dignité et de chagrin visible. Pourtant, j'ai remarqué à quelle vitesse son expression changeait quand elle pensait que personne ne regardait, les larmes s'asséchaient instantanément, le regard calculateur revenait dans ses yeux alors qu'elle évaluait les participants. Probablement en cataloguant mentalement qui lui serait utile à l'avenir. Je me tenais à ses côtés dans la file de réception, acceptant les étreintes des collègues et amis de papa, beaucoup que je n'avais pas vus depuis des années à cause de l'isolement systématique de mon père par Brenda. Plusieurs m'ont murmuré combien ils étaient contents que j'ai été là pour papa à la fin, combien il avait toujours parlé de moi avec fierté, même pendant les années où Brenda nous avait tenus éloignés. Tante Carole est restée près de moi toute la journée, un tampon entre moi et le chagrin théâtral de Brenda. Ton père t'adorait, m'a-t-elle rassuré à plusieurs reprises. Ne le doute jamais, quoi qu'il arrive ensuite. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par « quoi qu'il arrive ensuite » jusqu'à 2 jours plus tard, quand nous nous sommes réunis au bureau de Monsieur Harrison pour la lecture du testament. Le bureau de Monsieur Harrison se trouvait dans un immeuble en grès historique du centre de Boston, le genre d'édifice digne où des générations de questions juridiques et financières de la ville avaient été traitées avec discrétion. La salle de conférence où nous nous sommes réunis présentait des panneaux de bois sombre, des fauteuils en cuir et une table massive semblant conçue pour intimider. Je suis arrivé tôt, voulant un moment pour me composer avant d'affronter Brenda à nouveau. Monsieur Harrison, un homme grand dans la soixantaine aux cheveux argentés et aux yeux gentils derrière des lunettes à monture fine, m'a accueilli avec une chaleur inattendue. Madison, a-t-il dit en me serrant la main des 2 siennes. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, même si j'aurais préféré que ce soit dans de meilleures circonstances. Votre père parlait souvent de vous, et avec une grande fierté. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et Brenda est entrée en trombe, vêtue d'un tailleur noir coûteux qui criait veuve fortunée plutôt qu'épouse éplorée. Elle était accompagnée d'un homme au visage acéré portant un portfolio en cuir qu'elle a présenté comme mon avocat, Monsieur Daniels. Le fait qu'elle ait amené son propre avocat suggérait qu'elle s'attendait à quelque chose de conflictuel. J'ai jeté un regard à tante Carole, arrivée juste après moi, et elle a légèrement haussé un sourcil.
Pouvons-nous commencer? A dit monsieur Harrison une fois que nous étions tous assis. Il a ouvert un dossier épais et s'est raclé la gorge. Ceci est le dernier testament et codicile de Richard James Reynolds, révisé et signé il y a 6 mois en présence de moi-même et de 2 collègues comme témoins. 6 mois plus tôt, juste avant le diagnostic de papa, si mon calendrier était correct. Monsieur Harrison a commencé par le préambule légal standard, puis est passé au legs spécifique, la collection de livres d'architecture de papa à son cabinet, un don généreux à la fondation de recherche sur le cancer créé au nom de ma mère, sa voiture vintage à son plus vieil ami de l'université. Puis sont venus les éléments qui comptaient le plus. À ma fille, Madison Elizabeth Reynolds, je lègue mes effets personnels, y compris les photographies, mes outils de dessin d'architecture et les albums de famille. J'ai senti mon estomac se nouer. Effets personnels, c'est tout. De plus, à Madison, je lègue un legs en espèces de 50 000 €. 50 000 € étaient généreux dans des circonstances normales, mais vu la fortune de mon père et notre histoire familiale, cela semblait être une pensée après coup. Je pouvais sentir le sourire narquois de Brenda sans même la regarder. Le reste de ma succession, a continué monsieur Harrison, y compris tous les biens immobiliers, comptes financiers, investissements et intérêts commerciaux, je le lègue à mon épouse, Brenda Campbell Reynolds. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. La maison, mon foyer d'enfance, l'héritage de mes grands-parents, l'endroit que mon père avait promis qu'un jour je prendrais soin, était maintenant à Brenda, avec tout ce qui définissait la vie et le travail de mon père. Comment avait-il pu faire ça? Après tous ces commentaires mystérieux sur le fait de réparer les choses, après tous ces indices sur des arrangements et des instructions de rencontrer Harrison, j'ai dû émettre un petit son de détresse car tante Carole a tendu la main et serré la mienne très fort. Y a-t-il des questions? A demandé monsieur Harrison en me regardant directement avec une expression indéchiffrable. L'avocat de Brenda a pris la parole. Tout semble très clair. Ma cliente est satisfaite des termes. Je parie qu'elle l'était. En l'espace de 10 minutes, Brenda était passée d'agent immobilier modérément prospère à multimillionnaire avec des biens immobiliers significatifs. Madison, a insisté monsieur Harrison, des questions. Je voulais hurler, exiger des explications, demander comment mon père avait pu me trahir, moi, mais aussi les générations de Reynolds qui avaient préservé notre maison familiale. Au lieu de cela, j'ai réussi un non raide, pas de questions. Très bien, a dit monsieur Harrison, il y a des papiers à signer concernant le transfert des actifs. Brenda, mon assistante les a prêts dans la pièce d'à côté. Madison, si vous pouviez rester un moment, il y a certains détails concernant les effets personnels de votre père dont nous devons discuter. Brenda s'est levée, triomphante. Prenez tout le temps nécessaire pour discuter des bibelots. J'ai des affaires plus pressantes, comme décider de quelle couleur peindre le salon. Je pense au blanc pour éclaircir tout ce bois sombre. Elle est sortie en trombe avec son avocat, me laissant stupéfaite et tremblante de chagrin et de colère. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, l'attitude formelle de monsieur Harrison a changé. Il s'est rapidement dirigé vers un buffet, a versé un verre d'eau et me l'a apporté. Buvez ceci, a-t-il dit doucement, et écoutez très attentivement. Tout n'est pas ce qu'il paraît, Madison. J'ai pris l'eau machinalement, mon esprit encore en tourbillon. Que voulez-vous dire? Elle a tout eu. La maison, l'argent, tout ce pourquoi il a travaillé. Pas exactement, a-t-il dit en baissant la voix comme pour une confidence. Il a plongé la main dans une poche intérieure de sa veste et en a sorti une petite enveloppe. Votre père m'a demandé de vous donner ceci en privé après la lecture formelle, et il m'a demandé de vous dire que vous devez me rencontrer demain à 10 h au Blackbird Café sur Charles Street. Venez seul, ne le dites à personne. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une note écrite de la main de mon père. Madison, ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas toute l'histoire. Harrison t'expliquera tout demain. Fais-lui entièrement confiance. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. J'ai pris des dispositions. Je t'aime plus que tout, papa. J'ai levé les yeux vers monsieur Harrison, un espoir confus commençant à remplacer mon désespoir. Je ne comprends pas. Vous comprendrez, a-t-il promis. Demain. Pour l'instant, jouez le jeu. Laissez Brenda croire qu'elle a gagné. C'est ce que votre père voulait. En quittant le bureau de l'avocat,
j'ai jeté un regard dans le rétroviseur vers la maison qui avait été mon foyer. La maison que je pensais ne plus jamais revoir, sauf en visite à la merci de Brenda. Je l'ai regardée entrer, déjà au téléphone, probablement en train de partager la nouvelle de son aubaine avec ses amis. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise dans la chambre d'amis de tante Carole à essayer de donner un sens aux événements de la journée, j'ai reçu un texto d'une amie du lycée qui vivait encore dans le quartier. Je viens de passer devant ta maison. Il y a un panneau, Coming Soon, de l'agence immobilière de Brenda dans le jardin devant. Ton père vend? Mon père ne vendait pas. Mon père était parti. Et Brenda ne perdait pas de temps à réclamer son prix et à le transformer en argent. Le Blackbird Café était un petit établissement discret niché entre une librairie et un fleuriste sur Charles Street. Le genre d'endroit que les locaux chérissent et que les touristes ignorent, avec des meubles dépareillés et les meilleurs scones de Boston. Papa et moi y venions le samedi matin quand j'étais au lycée. Je suis arrivée 15 minutes en avance, trop anxieuse pour attendre plus longtemps chez tante Carole. J'ai choisi une table dans le coin arrière, placée de façon à voir à la fois l'entrée et la sortie de ce cours, une habitude de mes années à San Francisco. À 10 heures précises, Monsieur Harrison est apparu, portant une mallette en cuir usé qui semblait l'avoir accompagné pendant des décennies de pratiques juridiques. Il a commandé du café pour nous deux avant de s'asseoir en face de moi. « Merci d'être venu, Madison », a-t-il dit, son ton formel contrastant avec le cadre décontracté. « Ce que je vais vous révéler a été minutieusement planifié par votre père au cours de l'année passée. Il voulait vous protéger, mais il devait aussi se protéger lui-même, du moins jusqu'à la fin. » Se protéger de Brenda? Ai-je dit, ce n'était pas vraiment une question. Harrison a hoché la tête. Votre père a réalisé trop tard, j'en ai peur, la véritable nature de son mariage. Quand il a compris ce qu'était Brenda, il était déjà piégé de manière qui rendait un simple divorce compliqué. Que voulez-vous dire par compliqué? Papa avait tout l'argent. Tout le pouvoir dans cette relation. Harrison a souri tristement. Le pouvoir n'est pas toujours une question d'argent, Madison. Brenda avait rassemblé une belle collection d'informations compromettantes sur votre père. Des décisions d'affaires qui, sorties de leur contexte, pouvaient être présentées comme contraires à l'éthique. Des luttes privées après la mort de votre mère qui auraient pu nuire à sa réputation. Rien d'illégal, rien de vraiment répréhensible, mais assez pour qu'une ex-épouse vindicative puisse détruire le cabinet qu'il avait construit pendant 30 ans. J'ai pensé au changement chez mon père au fil des années de son mariage avec Brenda. Comment il était devenu plus renfermé, plus prudent, moins l'homme audacieux et intègre que j'avais admiré en grandissant. Alors il est resté avec elle même s'il savait qu'elle était toxique. Oui. Mais il y a environ 18 mois, il est venu me voir avec un plan. Il soupçonnait que sa santé déclinait, bien qu'il n'ait pas encore reçu le diagnostic officiel. Il voulait s'assurer que Brenda serait pourvue comme il l'avait promis dans leur vœu de mariage, mais il était déterminé qu'elle ne serait pas celle qui hériterait de la maison familiale Reynolds. Harrison a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier épais. Votre père a créé une fiducie irrévocable 3 ans avant d'épouser Brenda. À l'époque, il a transféré la propriété de la maison à la fiducie, avec lui-même comme bénéficiaire pendant sa vie et vous comme bénéficiaire successeur à son décès. Mon esprit peinait à suivre. Mais à la lecture du testament hier, le testament concernait les actifs au nom de mon père au moment de sa mort. La maison n'en faisait pas partie, bien que Brenda ne s'en soit jamais rendu compte. Votre père a maintenu la fiction qu'il possédait la maison, payant tous les frais d'entretien et les taxes depuis ses comptes personnels. L'arrangement de la fiducie était enfoui dans des documents juridiques que Brenda, malgré son sens des affaires, n'a jamais pensé à examiner. Il m'a tendu le dossier. Ce sont des copies de tous les documents pertinents. La maison est à vous, Madison. Elle l'est, juridiquement parlant, depuis l'instant où votre père est mort. Brenda y vit comme une invitée inconsciente depuis la semaine dernière. J'ai ouvert le dossier avec des mains tremblantes. C'était là, noir sur blanc, la fiducie familiale Reynolds avec moi nommée fiduciaire et bénéficiaire. Des documents supplémentaires montraient le transfert de la maison à la fiducie daté de 3 ans avant le mariage de papa et Brenda. Mais pourquoi cette mascarade hier? Pourquoi me laisser croire même une journée que j'avais tout perdu? L'expression de Harrison s'est faite grave. Votre père savait que Brenda contesterait tout legs direct en votre faveur. Il craignait qu'elle conteste le testament, vous entraîne dans un contentieux douloureux,
peut-être même endommage la propriété par dépit si elle savait qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Il voulait qu'elle révèle ses véritables intentions, ce qu'elle a fait de façon plutôt spectaculaire en mettant immédiatement la maison en vente. Il a replongé la main dans sa mallette et en a sorti une enveloppe scellée. Votre père a laissé ceci pour vous également. Il a demandé que je ne vous le donne qu'après avoir expliqué l'arrangement de la fiducie. L'enveloppe contenait une lettre écrite de l'écriture distinctive d'architecte de mon père. Lettre majuscule précise qui avait étiqueté tant de plans au fil des ans. Ma très chère Madison, si tu lis ceci, je suis parti. Et Harrison t'a expliqué l'arrangement de la fiducie. J'espère que tu pourras pardonner la tromperie. Je ne supportais pas l'idée que Brenda détruise notre maison familiale ou l'utilise pour te manipuler après ma mort. J'ai réalisé trop tard l'erreur que j'ai commise en l'épousant. Quand j'ai compris qui elle était vraiment, j'étais piégé par des circonstances dont je ne veux pas t'encombrer. Mais je ne voulais pas permettre que mon erreur te prive de ton droit de naissance. L'arrangement de la fiducie a été créé avant que Brenda n'entre dans ma vie, et je l'ai gardé caché d'elle tout au long de notre mariage. La maison Reynolds est maintenant à toi, comme elle aurait toujours dû l'être. Je sais que je t'ai déçu de bien des façons ces dernières années. J'ai laissé Brenda s'interposer entre nous alors que j'aurais dû me battre plus fort pour te garder proche. Sache que pas un jour ne passait sans que je pense à toi, sans que tu me manques, et sans que je sois fier de la femme remarquable que tu es devenue. Ce que tu feras de la maison maintenant est entièrement ton choix. La garder, la vendre, la rénover. Le choix t'appartient, mais je voulais que ce soit toi qui décides de son destin, pas Brenda. Il y a une dernière chose. Dans la chambre principale, derrière la reproduction des nymphéas de Monet que Brenda a insisté pour accrocher aux choses affreuses, il y a un petit coffre mural. La combinaison est à date d'anniversaire. À l'intérieur, tu trouveras les bijoux de ta mère, que j'ai réussi à cacher avant que Brenda ne les modernise aussi. Avec quelques papiers de famille que je pensais que tu voudrais préserver. Je t'aime, Madison, plus que tu ne pourras jamais le savoir. J'espère qu'en protégeant ce morceau de notre histoire familiale pour toi, j'ai commencé à réparer les années que nous avons perdues. Tout mon amour, papa. Les larmes coulaient sur mon visage quand j'ai fini de lire. Monsieur Harrison m'a discrètement passé un mouchoir. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé quand j'ai pu parler à nouveau. Maintenant, a dit Harrison avec un petit sourire satisfait, nous attendons que Brenda tente de vendre une propriété qui ne lui appartient pas. J'ai déjà alerté la compagnie d'assurance titre qui gérera toute clôture. Ils connaissent l'existence de la fiducie, mais ont reçu l'instruction de ne rien révéler tant que Brenda n'aura pas réellement tenté de conclure une vente. Alors elle met en vente une maison qu'elle ne possède pas? Ai-je demandé, commençant à comprendre l'élégance du plan de mon père. Exactement. Elle peut la montrer, accepter des offres, même signer un contrat d'achat. Mais quand viendra le moment de transférer le titre, elle découvrira qu'elle n'a aucun droit légal de le faire. La maison est à vous, Madison. Elle l'a toujours été. Je me suis adossé, submergé par ce retournement de situation. Papa la connaissait si bien. Il savait exactement ce qu'elle ferait. Votre père était un homme brillant, a convenu Harrison. Et il vous aimait énormément. C'était son dernier cadeau pour vous, non seulement la maison elle-même, mais la satisfaction de voir la justice rendue. Alors que nous finissions notre café, Harrison m'a donné les noms de plusieurs excellents avocats immobiliers qui pourraient m'aider à naviguer la confrontation à venir avec Brenda. Nous avons convenu que je continuerai à séjourner chez tante Carole pour le moment, laissant Brenda avancer dans ses plans de vente de la maison, parfaitement inconsciente de ce qui l'attendait. Une dernière chose, a dit Harrison alors que nous nous préparions à partir. Votre père voulait que vous ayez ceci indépendamment de ce que vous déciderez pour la maison. Il m'a tendu une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une clé sur un porte-clés en argent ancien gravé de la lettre R. La clé originale de la porte d'entrée, a expliqué Harrison. Votre arrière-grand-père l'avait fait faire quand la famille a acheté la maison. Votre père pensait que c'était vous qui devriez la détenir maintenant. J'ai refermé ma main autour de la clé, sentant son poids et son histoire. Quoi qu'il arrive ensuite, ce petit morceau de métal représentait un lien avec ma famille que Brenda ne pourrait jamais rompre. Les 3 mois suivants ont exigé plus de patience que je ne pensais en posséder. Sur les conseils de Harrison, j'ai gardé un profil bas, restant chez tante Carole et me concentrant sur mon travail, que je pouvais faire à distance grâce à un patron compréhensif.
Pendant ce temps, je suivais les activités de Brenda par le biais d'un réseau d'amis de la famille et de voisins qui ne l'avaient jamais appréciée. Madame Peterson, qui vivait à côté depuis 40 ans, m'appelait chaque semaine avec des mises à jour. Elle a jeté tous les vêtements de ton père, rapportait Madame Peterson. Une semaine, elle a fait venir une équipe qui a tout emporté. Quel gâchis! Ces beaux costumes. Une autre fois, elle peint tout en blanc. Tout. Même les lambris d'acajou de la bibliothèque. C'est un crime contre l'architecture. Mais l'appel que j'attendais est arrivé un mardi après-midi au début du printemps. Il y a un panneau à vendre dans le jardin, a dit Madame Peterson, et une boîte à clés sur la porte. Elle le liste avec sa propre agence. Prix demandé, 4 500 000 €. La maison valait au moins cela sur le marché de Boston, surtout vu son histoire et son emplacement, mais Brenda n'en verrait pas un centime. J'ai remercié Madame Peterson et j'ai immédiatement appelé Harrison, qui a confirmé que l'annonce était apparue dans le service de liste multiple ce matin-là. Maintenant nous attendons, a-t-il dit. Laissez-la trouver un acheteur. Laissez-la aller jusqu'à la clôture. Alors nous réglerons la question de la véritable propriété. J'ai suivi l'annonce en ligne, regardant Brenda organiser une journée portes ouvertes qui a attiré des dizaines d'acheteurs potentiels. La visite virtuelle montrait des pièces que je reconnaissais à peine, des boîtes blanches stériles dépouillées de caractère et d'histoire. Elle avait retiré les bibliothèques encastrées, couvert les cheminées originales avec des plaques de plâtre, et remplacé les nouveaux poteaux sculptés à la main de l'escalier principal par quelque chose de lisse et moderne. Chaque changement ressemblait à une attaque personnelle. Exactement 2 semaines après la mise en vente, le statut est passé à « en attente », signifiant que Brenda avait accepté une offre. Selon les sources de Harrison à la compagnie d'assurance titres, les acheteurs étaient un cadre du secteur technologique et sa femme, déménageant de Seattle, prêt à payer le prix demandé en espèces. C'est alors que Brenda m'a appelé. Je m'y attendais. Ce dernier coup de poignard. Cette occasion de se vanter. Madison, a-t-elle dit quand j'ai répondu, sa voix mielleuse de fausse sollicitude. J'ai réalisé que je ne t'avais jamais parlé de la maison. Quoi donc? Ai-je demandé en gardant une voix neutre. Je l'ai vendue, a-t-elle annoncé triomphalement. Je sais à quel point tu étais attaché à cet vieil endroit, mais c'était trop de maisons pour une seule personne. Les nouveaux propriétaires sont un couple charmant. Ils prévoient de tout refaire à l'intérieur. Quelque chose à propos de concepts ouverts et de technologie maison intelligente. J'ai serré mon téléphone plus fort mais j'ai gardé mon calme. Je vois. Bien sûr, j'ai mis de côté quelques-unes de tes vieilles affaires du grenier, a-t-elle continué, sa voix dégoulinant de condescendance. Albums photos et autres. Rien de précieux, mais ils pourraient avoir une valeur sentimentale pour toi. Tu peux les récupérer avant la clôture la semaine prochaine. C'est attentionné de ta part, ai-je réussi à dire. Je trouve aussi, a-t-elle roucoulé. Oh, et Madison, je voulais que tu saches que j'ai vendu la maison pour t'apprendre une leçon sur le respect. Peut-être que la prochaine fois tu réfléchiras à 2 fois avant d'essayer de monter ton père contre moi. Mon sang a bouilli face à cette accusation, comme si j'avais été la manipulatrice dans ce scénario. Les nouveaux propriétaires emménagent la semaine prochaine, a-t-elle continué, clairement en train de savourer. Alors, si tu veux dire au revoir à l'endroit, tu devrais le faire bientôt. Honnêtement, tu risques de ne plus le reconnaître. C'est là que je me suis permis un petit sourire, pensant aux documents en sécurité dans le bureau de Harrison et à la clé que je portais maintenant autour du cou sur une chaîne. Bonne chance pour ça, ai-je simplement répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle exigé, son ton passant de suffisant à soupçonneux. Rien, ai-je dit. Je suis sûr que tout se passera exactement comme il se doit. Au revoir, Brenda. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Harrison pour lui dire que la clôture était prévue pour la semaine suivante. Il a promis d'avoir notre équipe juridique prête. Dois-je être là? Ai-je demandé. Absolument, a-t-il dit. Après tout, vous êtes la seule qui peut réellement transférer la propriété. La semaine est passée dans un brouillard de préparatifs. Harrison a organisé la présence d'un sténographe judiciaire pour documenter les procédures. Nous avons alerté le département juridique de la compagnie d'assurance titres qui a préparé les documents nécessaires pour clarifier la véritable propriété. J'ai même fait faire un nouveau jeu de clés pour la porte d'entrée par un serrurier.
l'original resterait autour de mon cou, mais je pourrais avoir besoin de double selon ce que je déciderais pour la maison. Le matin de la clôture, je me suis habillé avec soin d'un tailleur marine ajusté qui projetait à la fois professionnalisme et autorité. Tante Carole m'a conduite au bureau de la compagnie d'assurance titre, me serrant la main avant que je sorte de la voiture. « Richard serait tellement fier de toi », a-t-elle dit. « Va récupérer ta maison. » J'ai retrouvé Harrison dans le hall, et ensemble nous avons attendu que tout le monde soit arrivé avant de faire notre entrée. À travers les portes vitrées de la salle de conférence, je pouvais voir Brenda tenir sa cour, riant avec les agents immobiliers et les acheteurs, un couple professionnel dans la quarantaine. Les papiers étaient étalés sur la grande table, stylo prêt. Harrison et moi avons échangé un regard, et il a hoché la tête. C'était l'heure. Quand nous sommes entrés, le sourire de Brenda s'est figé sur son visage. « Madison, que fais-tu ici ?»« Bonjour, Brenda », ai-je dit calmement. « Je crois que vous essayez de vendre ma maison. » La salle de conférence de Boston Trust Title Company s'est tue alors que tous les regards se tournaient vers moi. Brenda s'est reprise rapidement, son sourire se crispant en quelque chose de prédateur. « Madison est la fille de mon défunt mari », a-t-elle expliqué aux acheteurs confus. Elle a du mal à accepter la vente, mais je vous assure que tout est en ordre. Elle s'est tournée vers moi, sa voix durcissant. C'est extrêmement inapproprié. Si tu voulais dire au revoir à la maison, tu aurais dû le faire plus tôt. L'acheteur masculin, qui s'est présenté comme Jonathan Kelly, semblait mal à l'aise. Peut-être devrions-nous vous laisser un moment pour régler cela. Ce ne sera pas nécessaire, est intervenu Harrison en douceur, posant sa mallette sur la table. Je suis Edward Harrison, avocat de Madison Reynolds. Et j'ai bien peur que Madame Reynolds ait raison. Vous tentez effectivement de vendre une propriété qui ne vous appartient pas, Madame Campbell. C'est Madame Reynolds, a claqué Brenda, et la maison m'appartient absolument. Richard m'a tout laissé dans son testament. Nous l'avons tous entendu lire. La représentante de la compagnie d'assurance titre, une femme nommée Madame Patel, qui observait silencieusement, a pris la parole. Nous avons une copie du testament de Monsieur Reynolds dans nos dossiers, qui laisse effectivement sa succession à son épouse, Brenda Campbell Reynolds. Le testament concerne les actifs qui étaient au nom de Richard Reynolds au moment de sa mort, a expliqué Harrison en ouvrant sa mallette et en sortant un dossier. Cependant, la propriété au 47 Bacon Hill Avenue n'en faisait pas partie. Il a tendu un document à Madame Patel. Voici l'acte transférant la propriété à la fiducie familiale Reynolds. Daté du 15 mai 2016, 3 ans avant que Monsieur Reynolds n'épouse sa femme. Madame Patel a examiné le document avec soin, puis a hoché la tête. Cela semble en ordre, mais j'aurais besoin de voir les documents de la fiducie également. Harrison a produit un autre ensemble de papiers. La fiducie désigne Richard Reynolds comme bénéficiaire pendant sa vie, avec Madison Reynolds comme bénéficiaire successeur à son décès. Madison est également nommée fiduciaire. Le visage de Brenda est passé de la confiance à la confusion puis à la fureur en quelques secondes. C'est ridicule. Richard n'a jamais mentionné de fiducie devant moi. Il n'aurait pas pu faire ça sans que je le sache. Au contraire, a répondu Harrison calmement. La fiducie a été établie bien avant votre arrivée, Mademoiselle Campbell. Monsieur Reynolds n'avait aucune obligation de vous informer de son existence, surtout s'agissant d'une propriété qui n'a jamais fait partie des actifs matrimoniaux. Madame Patel examinait les documents de la fiducie avec une inquiétude croissante. Il semblait avoir été exécuté légalement et correctement enregistré au comté. Elle s'est tournée vers son ordinateur, tapant rapidement. Oui, voici dans les registres fonciers. Le dernier transfert de cette propriété a été à la fiducie familiale Reynolds en 2016. L'agent immobilier de Brenda, une femme soignée dans un tailleur coûteux, s'est penché en avant. Il doit y avoir une erreur. Nous avons fait des recherches de titres avant de lister la propriété. Vous avez fait une recherche par nom pour Richard Reynolds, je présume, a dit Harrison. Mais comme la propriété appartenait à une fiducie et non à un individu, elle n'apparaîtrait pas dans ces résultats. Madame Kelly, l'acheteuse, semblait de plus en plus angoissée. Qu'est-ce que cela signifie pour notre achat? Madame Patel a soupiré. Cela signifie que Madame Reynolds, Brenda Reynolds, n'a pas le droit légal de vendre cette propriété. Elle n'en est pas la propriétaire. C'est absurde,
a explosé Brenda en se levant si brusquement que sa chaise a roulé en arrière et heurté le mur. Richard et moi avons vécu dans cette maison pendant 5 ans. J'ai payé les taxes foncières depuis sa mort. Avec des fonds de la succession, je présume, a noté Harrison, fonds qui vous ont été légués à juste titre, mais la maison elle-même n'a jamais été à vous à vendre. Brenda s'est tournée vers moi, sa façade soigneusement entretenue s'effritant pour révéler la rage dessous. Tu savais pour ça. Tu m'as laissé lister la maison, trouver des acheteurs, passer par tout ce processus en sachant que je ne pouvais pas la vendre. Oui, ai-je dit simplement, tout comme tu savais que cette maison représentait tout pour moi, et tu as quand même prévu de la vendre sans un regard en arrière. Je contesterai ça, a-t-elle menacé en regardant autour d'elle avec fureur. Je contesterai la fiducie. Richard n'était pas en pleine possession de ses moyens quand il a mis ça en place. Il a été manipulé. Harrison a souri finement. La fiducie a été établie des années avant sa maladie, mademoiselle Campbell. Et elle a été attestée par moi-même et 2 autres avocats, qui témoigneront tous de l'état mental sain et des intentions claires de M. Reynolds. Mais je vous en prie, engagez une procédure si vous le souhaitez. La découverte serait édifiante, j'imagine. L'implication était claire. Toute bataille juridique exposerait les informations compromettantes que Brenda avait utilisées pour contrôler mon père pendant leur mariage. Le visage de Brenda est devenu blanc, puis rouge. Elle s'est tournée vers son agent immobilier. Appelez mon avocat maintenant. Pendant que l'agent sortait pour passer l'appel, Madame Patel s'est adressée au Kelly avec des excuses. Je suis vraiment désolé, mais nous ne pouvons pas procéder à cette clôture. La vendeuse n'a pas le titre légal de la propriété. Jonathan Kelly semblait légitimement contrarié. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement. Nous sommes censés emménager la semaine prochaine. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour le couple pris au milieu de ce drame. M et Madame Kelly, je m'excuse pour la situation. Vous devez savoir que je n'ai aucune intention de vous empêcher d'avoir la maison que vous avez choisie. Si vous êtes toujours intéressé, en tant que véritable propriétaire, je serais heureuse de vous vendre la propriété directement. Madame Kelly a cligné des yeux, surprise. Vraiment? Bien sûr. Nous pouvons discuter de conditions justes pour tout le monde sauf peut-être la commission de mademoiselle Campbell, ai-je ajouté, incapable de résister à cette petite pique. L'avocat de Brenda est arrivé en moins de 20 minutes, un avocat différent de celui qui l'avait accompagné à la lecture du testament. Celui-ci était plus âgé, avec l'air harassé de quelqu'un arraché à un travail important pour une urgence. Après avoir examiné les documents, il a entraîné Brenda dans un coin pour une conférence chuchotée. Je ne pouvais pas entendre les mots précis, mais le ton de plus en plus désespéré des réponses de Brenda m'a tout dit. Son avocat confirmait ce qu'avait dit Harrison. Elle n'avait aucune revendication légale sur la maison. Quand ils sont revenus à la table, l'avocat de Brenda s'est adressé à la salle. Ma cliente a besoin de temps pour examiner ses options. Nous demandons que toutes les parties suspendent toute action supplémentaire concernant cette propriété jusqu'à ce que nous ayons eu l'occasion d'examiner ces documents plus en détail. Bien sûr, a convenu Harrison en douceur. Cependant, je dois noter qu'à partir de cet instant, mademoiselle Campbell réside dans une propriété appartenant à Madison Reynolds sans permission, à moins que mademoiselle Reynolds ne soit en droit d'exiger une évacuation immédiate. C'était un coup de pouvoir, et nous le savions tous. Légalement, j'aurais pu faire expulser Brenda de la maison immédiatement. L'avocat de Brenda s'est raclé la gorge. Nous demanderions une accommodation raisonnable pour permettre à ma cliente le temps de déménager. J'ai pensé à toutes les fois où Brenda avait été déraisonnable avec moi, bloquant mes visites à mon père mourant, se débarrassant d'objets familiaux sans demander, tentant de vendre ma maison d'enfance par dépit. J'aurais pu être tout aussi vindicative maintenant que le pouvoir avait changé de camp. Au lieu de cela, j'ai dit, 2 semaines? Elle peut avoir 2 semaines pour emballer ses affaires et trouver un nouveau logement, mais j'aurai besoin d'accéder à la maison dès demain pour évaluer les rénovations nécessaires avant que les Kelly puissent emménager. Madame Patel, apparemment soulagée que nous nous dirigions vers une résolution plutôt que vers un procès, a rapidement rédigé des accords temporaires pour que tout le monde signe, reconnaissant la véritable propriété. Fixant un calendrier pour le départ de Brenda et établissant les termes préliminaires pour ma vente directe au Kelly. Pendant tout ce processus, Brenda est restée rigide de fureur, signant les papiers avec une telle force qu'elle en a déchiré un. Quand le dernier document a été complété,
Elle s'est levée et m'a adressé directement. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce qu'était vraiment ton père. Les choses qu'il a faites, les secrets qu'il gardait. Il n'était pas le saint que tu crois. Je n'ai jamais pensé qu'il était un saint, ai-je répondu calmement. Il était humain. Il a fait des erreurs, t'épouser étant la principale. Mais c'était un homme bon qui aimait sa famille et a essayé de protéger ce qui comptait. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé en ramassant son sac à main de marquer son manteau. En fait, Brenda, si, ai-je dit en me levant pour lui faire face. La maison est à moi. Ton jeu est terminé, et dans 2 semaines, tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir dans notre histoire familiale. Elle est sortie en furie, son agent immobilier se précipitant derrière elle avec des excuses qui coulaient de ses lèvres. Les Kelly sont restés, l'air abasourdi par le drame auquel ils venaient d'assister. Ce genre de choses arrive souvent dans l'immobilier à Boston? A demandé Jonathan faiblement. Harrison a ri doucement. Seulement quand des personnes exceptionnellement sournoises rencontrent une planification exceptionnellement bonne. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des termes de vente avec les Kelly, qui se sont montrés étonnamment compréhensifs une fois qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient toujours acheter la maison dont ils étaient tombés amoureux. Et à un prix légèrement inférieur maintenant que la commission de Brenda était hors équation. En quittant la compagnie d'assurance titre, Harrison a posé une main paternelle sur mon épaule. Votre père serait fier. Vous avez géré cela avec grâce et dignité, plus que Brenda ne le méritait. Honnêtement, je ne l'ai pas fait pour elle, ai-je dit en touchant la clé qui pendait toujours autour de mon cou. Je l'ai fait pour papa et pour moi. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Pas quand on a déjà gagné la guerre. Le lendemain, muni de ma clé originale et des documents juridiques confirmant ma propriété, je suis retourné à la maison qui avait été mon foyer pendant les 18 premières années de ma vie. La voiture de Brenda n'était plus là. Elle était probablement sortie chercher un nouveau logement ou consulter son avocat sur des failles inexistantes. Je suis resté longtemps sur les marches du perron, traçant du doigt le motif familier du vitrail de la porte d'entrée. Puis j'ai inséré la clé qui était dans ma famille depuis des générations, je l'ai tournée dans la serrure et je suis entré pour reprendre mon droit de naissance. 2 semaines après l'affrontement à la compagnie d'assurance titre, je me tenais dans le vestibule vide de ma maison familiale, écoutant l'écho de la porte d'entrée se refermant derrière Brenda pour la dernière fois. Elle était partie avec autant de drames qu'elle avait vécu, engageant un nombre excessif de déménageurs, faisant des commentaires appuyés sur les objets qu'elle, généreusement, laissait, et enfin me remettant une enveloppe scellée qu'elle prétendait contenir la vérité sur mon père. J'avais accepté l'enveloppe poliment, attendu qu'elle soit partie, puis je l'avais immédiatement jetée non ouverte dans la cheminée de la bibliothèque, l'un des rares éléments originaux qu'elle n'avait pas réussi à détruire pendant sa frénésie de redécoration. Quelle que soit la vérité que Brenda pensait pouvoir me blesser, elle n'avait plus d'importance. J'avais ma propre vérité, confirmée par les actions de papa et sa dernière lettre. La maison semblait à la fois familière et étrangère. Les os étaient les mêmes, le grand escalier, les hauts plafonds, les corniches distinctives qui avaient survécu aux efforts de modernisation de Brenda. Mais l'esprit avait été altéré par sa peinture blanche froide, le retrait des bibliothèques encastrées, et le remplacement des luminaires anciens par des alternatives modernes tendances. J'avais vendu la maison aux Kelly comme promis, mais avec une condition me donnant 2 mois pour y vivre avant qu'ils n'en prennent possession. J'avais besoin de ce temps pour me reconnecter avec la maison, décider quels objets garder, et superviser la restauration de certaines caractéristiques architecturales endommagées par Brenda. Ma première nuit seule dans la maison, j'ai erré de pièce en pièce, me réappropriant les espaces qui avaient façonné mon enfance. Dans mon ancienne chambre, maintenant dépouillée de personnalité et peinte du même blanc stérile que le reste de la maison, je pouvais encore voir les ombres des endroits où mes posters avaient été accrochés. La légère indentation dans le siège de fenêtre où j'avais passé d'innombrables heures à lire. J'ai gardé la chambre principale pour la fin. C'était la chambre de mes parents, puis celle de papa et Brenda, et j'y suis entré avec un mélange de révérence et d'appréhension. Brenda avait complètement redessiné l'espace, remplaçant les meubles chaleureux en cerisier par des pièces grises et chromées lisses, couvrant les planchers de bois d'origine avec de la moquette blanche, et, comme papa l'avait mentionné dans sa lettre, accrochant une reproduction surdimensionnée des nymphéas de Monet au-dessus de la cheminée. J'ai soigneusement retiré l'œuvre d'art, révélant le coffre mural, exactement comme papa l'avait décrit. Mes doigts ont légèrement tremblé en entrant ma date d'anniversaire juin 2029 dans la serrure à combinaison. Le mécanisme a cliqué et la porte s'est ouverte.
À l'intérieur se trouvaient plusieurs boîtes à bijoux en velours, une épaisse enveloppe en papier craft et une plus petite enveloppe blanche avec mon nom écrit de l'écriture distinctive de papa. J'ai ouvert la petite enveloppe blanche. Ma chère Madison, si tu lis ceci, tu as repris ton droit de naissance et découvert le coffre. À l'intérieur, tu trouveras les bijoux de ta mère, qu'elle a toujours voulu que tu aies. L'ensemble en saphir était son préféré. Elle le portait la nuit où nous nous sommes fiancés. L'enveloppe craft contient des papiers de famille, y compris l'acte original de la maison de l'achat de tes arrière-grands-parents. Il y a aussi certains de mes journaux intimes, que j'espère t'aideront à comprendre les choix que j'ai faits, bons et mauvais. J'ai une dernière confession, Madison. Dans les dernières années de notre mariage, alors que Brenda devenait plus contrôlante et que je devenais plus malade, j'ai commencé à restaurer secrètement certains des objets familiaux qu'elle pensait avoir jetés. Regarde dans le grenier derrière le panneau d'accès à la cheminée. Tu y trouveras les objets que j'ai réussi à sauver. Les livres préférés de ta mère, des photographies que Brenda avait retirées des albums, la boîte à musique sculptée à la main que ton grand-père t'avait faite. Je n'ai pas pu tout sauver. Et pour cela, je suis désolé, mais j'ai sauvé ce qui comptait le plus, comme j'ai essayé, à ma manière imparfaite, de sauver ce qui comptait le plus pour toi, cette maison, ton héritage, ton avenir. Vis bien, Madison. Sois heureuse et sache que, où que je sois, je suis fier de la femme que tu es devenue. Tout mon amour, papa. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je serrais la lettre contre ma poitrine. Même dans ces derniers mois, affaibli par la maladie et contrôlé par Brenda, papa s'était battu pour moi à sa manière silencieuse. Il n'avait pas été parfait. Son choix d'épouser Brenda nous avait causé à tous les deux de la douleur, mais il avait fait de son mieux pour réparer, pour protéger ce qu'il pouvait pour moi. J'ai ouvert les boîtes à bijoux une par une, les souvenirs affluant avec chaque pièce. Les boucles d'oreilles en perles de maman qu'elle portait à chaque service de la veille de Noël. Le délicat bracelet en or que papa lui avait offert pour leur anniversaire de mariage. Et oui, l'ensemble en saphir collier, boucles d'oreilles et bagues qui correspondaient parfaitement aux yeux de maman. L'enveloppe craft contenait exactement ce que papa avait promis, documents familiaux, ses journaux intimes personnels, et des photographies que je pensais perdues à jamais. Je lirai les journaux éventuellement, mais pas encore. Ce soir était consacré à la reconnexion, pas à plonger dans les pensées privées de papa. Je suis monté au grenier, lampe torche en main, et j'ai localisé le panneau d'accès à la cheminée. Derrière, exactement comme papa l'avait décrit, se trouvait une cachette de trésors familiaux, objets que Brenda avait jetés ou cachés et que papa avait secrètement récupérés et préservés. L'exemplaire corné de orgueil et préjugés de maman avec ses notes dans les marges. Les albums photos familiaux couvrant des générations. La boîte à musique sculptée par mon grand-père qui jouait encore Somewhere Over the Rainbow quand on la remontait. L'album de mariage de mes parents. La collection de prix d'architecture de papa. J'ai passé des heures dans le grenier cette nuit-là, entouré de ces fragments sauvés de notre histoire familiale, alternant entre pleurs et rires alors que les souvenirs me submergeaient. Quand je suis redescendu, l'aube se levait, et j'avais pris une décision. Au cours des 2 mois suivants, je me suis lancé dans une restauration minutieuse et sélective de la maison. Je n'ai pas essayé d'effacer toutes les modifications de Brenda. Certaines de ces modernisations complétaient en fait les caractéristiques historiques plutôt que de les combattre, mais j'ai restauré les bibliothèques encastrées de la bibliothèque, refait les planchers de bois qu'elle avait recouverts. Et réinstallé les luminaires anciens que j'avais trouvés soigneusement emballés et étiquetés au sous-sol. Les Kelly venaient chaque semaine pour discuter des rénovations, leur méfiance initiale laissant place à un véritable enthousiasme en voyant la transformation de la maison. Ils avaient de jeunes enfants qui rempliraient à nouveau les pièces de rire, et ils appréciaient le mélange de caractère historique et de commodité moderne que je créais. Nous préserverons le cœur de la maison, a promis Jonathan lors de leur dernière visite avant mon départ. Nos enfants connaîtront son histoire. Ma dernière nuit dans la maison, je me suis assise dans le bureau de papa, la seule pièce que Brenda avait laissée presque intacte, peut-être parce qu'elle y entrait rarement. J'avais emballé les objets que je gardais, les bijoux de maman, les photographies et documents familiaux, les outils d'architecture de papa, et quelques meubles ayant une signification particulière. Le reste resterait avec la maison, partie de son histoire continue. Je ressentais une paix profonde assise dans le fauteuil en cuir de papa, entouré de ses livres et du subtil parfum de son tabac à pipe qui persistait étrangement des années après qu'il eut arrêté de fumer. La maison avait été reprise non seulement à Brenda, mais aussi au chagrin et à la distance qui nous avait séparés,
papa et moi, pendant son mariage. Par son dernier acte d'amour et de protection, il avait restauré notre lien même après la mort. La leçon ne m'a pas échappé. Papa avait fait des erreurs. Nous en faisons tous. Il avait laissé la peur et la manipulation l'éloigner de ceux qu'il aimait le plus. Mais à la fin, il avait trouvé le courage de réparer, de protéger ce qui comptait, de s'assurer que la justice prévaudrait finalement. J'avais appris que la patience sert parfois la justice mieux qu'une confrontation immédiate, que jouer le long jeu, comme papa l'avait fait avec son arrangement secret de fiducie, pouvait être plus efficace qu'une réaction impulsive. Que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser, mais se libérer du fardeau de l'amertume. Plus important encore, j'avais appris que l'héritage familial ne concerne pas seulement les maisons ou les possessions. Il s'agit des valeurs transmises, des leçons apprises, de l'amour exprimé même imparfaitement. Papa avait préservé notre maison familiale pour moi, oui, mais ce qui était plus précieux était l'exemple qu'il avait donné par ses derniers actes, me montrant qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer les choses. Alors que la lumière de l'aube filtrait par les fenêtres du bureau, je me suis levé du fauteuil de papa et j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Je n'y vivrais plus, mais j'avais repris ce qui comptait, mon héritage, mes souvenirs, ma paix intérieure. Et la tentative de Brenda d'effacer tout cela avait finalement échoué. Parfois, la justice arrive de manière inattendue. Parfois, la réponse la plus puissante à la cruauté n'est pas une confrontation dramatique, mais une planification calme et méthodique. Parfois, gagner ne signifie pas détruire son adversaire, mais simplement reprendre ce qui vous appartient de droit et avancer avec grâce. En fermant la porte d'entrée derrière moi pour la dernière fois, j'ai senti la présence de papa à mes côtés, sa main symboliquement sur mon épaule. Nous l'avons fait, papa, ai-je murmuré. Nous lui avons montré que certaines choses ne peuvent être achetées, vendues ou volées. Certaines choses sont protégées par l'amour. Et vous? Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un essayant de prendre quelque chose qui vous appartenait de droit? Comment avez-vous géré cela? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire de justice familiale a touché quelque chose en vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres récits de personnes qui se dressent face à l'injustice. N'oubliez pas de partager avec quiconque pourrait avoir besoin d'un rappel que parfois, les gentils gagnent vraiment à la fin. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, la patience et la planification triomphent souvent de l'avidité et de la manipulation.